Kochira Sénat, qui est, comme vous le savez, professeur dans cette faculté. Monsieur le juge, le président du tribunal de première instance de Lomé, le juge Assobali, qui est vice-président du tribunal de première instance de Lomé. Et à ma droite, nous avons monsieur Aoumezounou Atem, qui est secrétaire administratif au niveau de la CNDH. Et donc à ce titre est assez impliqué dans les problèmes qui nous intéressent aujourd'hui. Mademoiselle Amedami, je vous passe la parole. Madame, Messieurs les membres du jury, en acceptant de participer à la soutenance de ce mémoire dont le thème si engagé refroidirait plus d'un, vous avez démontré l'intérêt que vous accordez aux objectifs qui ont été les nôtres en choisissant ce sujet. Amégambi, Manabi, Igori, Isabelle, le jury de la faculté de droit de Lomé dans sa composition actuelle. Le jury, après vous avoir écouté, après vous avoir posé des questions, après avoir entendu les réponses que vous avez données aux questions, après on va délibérer, le jury a décidé d'accepter votre mémoire et de lui donner la note 17 sur 20. 34 sur 40. Cette note ajoutée à vos notes de l'écrit qui sont aussi très bonnes vous donne un total de 90. Vous font une moyenne de 15 sur 20. Le jury, au nom de la faculté de droit, vous adresse cette félicitation et vous déclare à partir de ce jour maître et sciences juridiques avec la mention bien. Wow. Isabelle Manavi Djibori Amegambi. Je suis avocate de profession. Je fais de la politique aussi. Et donc, je suis membre de l'Alliance nationale pour le changement ANC, dont je suis la deuxième vice-présidente. Je suis également députée à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, je suis la présidente du groupe parlementaire ANC. Dans la vie civile, je suis célibataire et mère d'une adolescente de 16 ans. Comment devient-on avocat et quelles sont ses différentes fonctions? Bon, d'abord, il faut commencer à aller à l'école. Bon, comme pour toutes les professions qui requièrent, puisque l'exercice de la profession se fait en français. Au Togo, la langue officielle.
Et donc, il faut d'abord aller à l'école. Ensuite, à l'université, nécessairement faire le droit. Bon, c'est vrai que des personnes très douées ont fait autre chose avant de vouloir embrasser la profession d'avocat, mais ce qui est mieux, c'est de faire le droit, puisque tout part de là. Et donc, au niveau de l'université. Et ensuite, il faut faire en 2 années la préparation à l'école de formation pendant 2 années avant de passer le concours qui donne accès à la profession, c'est-à-dire passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le CAPA. Une fois que vous avez passé le CAPA et que vous avez réussi, vous prêtez votre serment d'avocat stagiaire. Et c'est le seul d'ailleurs qui est prêté au début de l'exercice de la profession, puisque en stage, vous travaillez tant au cabinet, c'est tous les actes, vous êtes tenu de faire accomplir tous les actes que les avocats confirmés accomplissent, et donc vous prêtez serment, vous travaillez en cabinet et vous tenez les audiences, vous venez aux audiences aussi. Donc, comme il est entendu que vous ne pouvez pas vous présenter pour défendre les intérêts, accomplir les fonctions d'avocat sans avoir prêté le serment d'avocat, donc vous prêtez serment d'avocat au début de votre stage comme avocat stagiaire, et là vous êtes inscrit sur ce que nous appelons le petit tableau, c'est-à-dire le tableau des avocats stagiaires. Et donc, vous êtes attaché à un cabinet sous la direction d'un maître de stage, donc qui vous suit dans les actes que vous accomplissez, tant au cabinet qu'à l'audience, et sous les yeux attentifs des confrères, de tous les confrères avocats qui est nés, qui sont dans la profession avant vous, et tout le reste. Et vous avez 2 ans de stage à faire. Maintenant, la profession d'avocat est organisée par une directive de l'UEMOA qui est la même pour tous les barreaux de l'UEMOA. Et donc, on a une école de formation, le CIFAF, qui est basée à Cotonou. Et la plupart du temps, nos stagiaires, nos jeunes stagiaires passent également par là. Mais dans tous les cas, lorsque vous avez terminé vos 2 années de stage, là, vous demandez avec le certificat de fin de stage et autres, délivré l'attestation délivrée par votre maître de stage, vous demandez à l'ordre des avocats, au conseil de l'ordre des avocats, votre inscription en tant qu'avocat au grand tableau. Et donc, c'est le conseil de l'ordre qui a la latitude de juger si vous avez très bien accompli votre stage, si vous réunissez toutes les conditions pour être confirmé avocat, et auquel cas vous êtes inscrit et donc votre nom apparaît sur le tableau, c'est-à-dire la liste des avocats comme avocat, et à partir de là, vous pourrez accomplir, puisqu'il s'agit d'une profession libérale, de manière libérale, votre profession d'avocat en ouvrant votre cabinet, soit individuellement ou en vous associant avec d'autres confrères pour faire une société civile professionnelle où la possibilité offerte soit d'exercer seul ou d'exercer en communauté ou en collaboration avec un autre avocat, et ainsi de suite. Les conditions sont là et vous choisissez les conditions dans lesquelles vous voulez exercer votre profession d'avocat. Et donc, une fois que vous l'avez, quelles sont les fonctions de l'avocat? L'avocat a pour fonction de défendre les intérêts que lui confient ses clients. Ce qui le différencie du juge, du magistrat, parce que souvent les personnes non averties font la confusion. Le juge, il est là pour rendre justice, pour l'essentiel de son travail, mais l'avocat est là pour défendre les intérêts de son client. C'est pour ça que vous verrez que pour nous autres avocats, dans le secteur judiciaire, nous utilisons la balance.
nous utilisons la balance pour caricaturer la justice qui, lorsqu'il s'agit des magistrats, vous verrez que les deux plateaux de la balance doivent être équitables, au même niveau. Mais pour ce qui concerne les avocats, la balance est penchée d'un côté par rapport à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, avocats, vous exercez votre profession en faisant en sorte que la balance soit penchée de votre côté, puisque vous défendez les intérêts de quelqu'un, d'un client. Et donc, votre travail, c'est de faire en sorte de mettre le droit et votre savoir au service de ce client-là et faire en sorte que sa cause soit entendue au niveau du tribunal ou de la cour d'appel, des juridictions, pour que son dossier puisse être gagné sur la base, comme tout le monde n'est pas en connaissance des principes juridiques de droit et autres. La fonction de l'avocat, c'est de faire en sorte que ces principes de droit-là soient utilisés à bon escient pour l'intérêt de son client. C'est pour ça que, pour ce qui nous concerne, la balance ne peut pas être équitable. Elle est penchée d'un côté, parce qu'en anglais, ils disent « tip the scale on your favor ». Ça veut dire toucher la balance en votre faveur. Voilà, c'est pour ça que la balance est penchée pour ce qui concerne les avocats et pour ce qui concerne les magistrats qui doivent rendre la justice de manière équitable. Les deux plateaux doivent se trouver au même niveau parce que la justice doit être rendue de manière juste et équitable en ce qui les concerne. Quelles sont les qualités d'un bon avocat? Parce qu'il y a aussi les mauvais avocats. Le bon avocat, c'est celui qui a la faculté de regarder son client dans les yeux et de lui dire si sa cause est juste ou pas. L'avocat a deux fonctions principales. Vous savez, moi, il m'est arrivé plusieurs fois que des gens viennent me voir pour des affaires dans lesquelles, moi je trouve que, soit la personne exagère ou la personne ne connaissait pas ses droits, c'est pour ça que... Et la plupart du temps, moi je dis non, que ça ne se passe pas comme ça. Il faut avoir la faculté de dire au client que conformément au droit, non, ce n'est pas comme ça que ça peut se passer. Et ce que j'ai remarqué qui est extraordinaire, c'est qu'aucun client n'est parti avec son dossier parce que je lui ai dit la vérité. Au contraire, et c'est pour cela que cette fonction-là est déterminante pour la profession d'avocat. Au contraire, lorsque vous dites la vérité au client, la plupart du temps, il vous dit, maître, comment est-ce que vous voyez qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut régler le problème? Et à ce moment-là, vous lui donnez le conseil qu'il faut, comment faire. S'il faut aller voir l'autre partie et régler à l'amiable, il faut le faire parce qu'on a dit un mauvais règlement vaut mieux qu'un bon procès. Il vaut mieux lorsque vous reconnaissez que vous n'êtes pas dans votre bon droit d'approcher l'autre et de discuter avec lui pour arriver à régler le problème. C'est ça aussi qui est la première fonction liée à la probité et à la faculté qu'a l'avocat de pouvoir regarder son client et de lui dire véritablement que sa cause n'est pas juste et que il faut régler ça d'une manière autre que la manière à laquelle le client pensait en vous amenant le dossier. La deuxième fonction, c'est la fonction habituelle que les tiers, les gens qui sont hors de la profession voient le plus, c'est la fonction de défense. C'est-à-dire l'avocat qui défend son client en justice, qui est aux côtés de son client dans une affaire et qui le défend dans les affaires civiles, qui prend des conclusions à sa place pour expliquer le dossier en se tablant sur les dispositions légales et en faisant en sorte que ces dispositions-là profitent à son client. Encore que, nous les avocats, nous n'avons pas l'obligation d'être objectifs, nous défendons un client et c'est la cause de ce client que nous attendons. Donc voilà à peu près les deux grandes fonctions. Il peut y avoir d'autres, il peut y avoir les fonctions de rédaction d'actes, etc., que l'avocat peut également faire. Mais les deux grandes fonctions de l'avocat, c'est la fonction de conseil d'abord et puis la fonction de défense des intérêts du client. Quelles sont les qualités d'un bon avocat?
Les qualités d'un bon avocat, moi je le dis souvent, c'est d'abord l'humilité. Vous savez, vous ne pouvez pas être un bon avocat en n'étant pas humble. Parce que l'humilité est très importante et c'est cela qui vous permet d'apprendre. Parce que lorsque vous êtes avocat, vous avez beau avoir tous les diplômes, hein, toutes les formations qu'il faut, la fonction d'avocat doit se recycler de temps en temps et vous avez intérêt à apprendre tous les jours, même de ceux qui sont plus jeunes que vous, bon, en matière d'inscription au tableau et tout le reste. Donc, il faut être humble pour apprendre d'abord chez les avocats, apprendre auprès des magistrats aussi, et apprendre auprès de tous les acteurs de la justice. L'humilité, moi, c'est la première qualité que je trouve qu'un avocat doit avoir. Ensuite, vous devez avoir la probité. Vous savez, les avocats brassent beaucoup d'argent. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître parce que nous défendons les intérêts des clients, des intérêts des fois qui sont colossaux en matière financière et autres. Et donc, nous brassons beaucoup d'argent qui ne nous appartient pas. C'est ça la réalité de la profession d'avocat. L'avocat est mis devant des fois beaucoup de fonds dans des dossiers qui ne lui appartiennent pas. À moins de considérer la partie concernant ses honoraires qui sont calculés. Vous savez, il y a des barèmes qui déterminent ce que l'avocat doit gagner sur un dossier, les pourcentages et autres et tout ça. Mais le gros des sommes que nous brassons en notre qualité d'avocat ne nous appartiennent pas, appartient à nos clients. Et donc, il faut avoir la probité de telle manière à ce que vous puissiez savoir que cet argent-là ne vous appartient pas et appartient à votre client et faire en sorte que vous n'ayez pas envie de mettre la main là où il ne faut pas. Et donc, la probité est la deuxième qualité qui est fondamentale pour l'exercice de la profession d'avocat. Bon, il faut également être ouvert. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à l'humilité, être ouvert à recevoir, hein, à apprendre et à se remettre en cause tout le temps. Ne pas être orgueilleux et savoir se mettre à la disposition de tout le monde. Il n'y a que comme ça que vous pourrez le faire. Vous savez, nous avons une réputation qui court des fois, où les gens ont peur des avocats parce qu'ils disent « Ah, on va prendre l'avocat, il demande beaucoup d'argent et tout ça. » Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il nous arrive aussi de faire des affaires sans prendre des honoraires. Parce que l'avocat, il est d'abord l'avocat de la veuve et de l'orphelin avant d'être l'avocat des multinationales et autres. Ils arrivent et ça, les gens ne le reconnaissent pas, ne le savent peut-être pas, mais la réalité aussi, c'est qu'il arrive à pratiquement tous les avocats aussi de prendre des dossiers pour lesquels ils ne prennent pas un centime comme honoraire. Moi, il m'est arrivé même de faire les frais, de payer les frais de ma poche pour pouvoir avoir les dossiers dans le cas où vous savez que le client, il a toute la cause. Sa cause est juste et défendable au niveau de la justice, mais il n'a pas les moyens parce que malheureusement la justice au Togo n'est pas gratuite. Alors, pourquoi en parler comme s'il était avocat? Et oui, c'est bien là le fort de mon regretté confrère, mon idole. Il était tout cela à la fois, professeur, écrivain, philosophe, chercheur, poète, et surtout avocat. Le martyr selon lequel qui trop embrasse, mal étreint, ne faisait certainement pas partie de son monde.
racontez-nous une affaire très complexe dont vous avez réussi à gagner le procès. Oh, Dieu sait celle que il y en a beaucoup. Parce que vous savez, la profession d'avocat est faite de bonheur et de frustration aussi. Hein, parce que vous pouvez partir avec un dossier sur lequel vous êtes sûr de gagner et d'avoir le droit pour vous. Et puis finalement, vous ne le gagnez pas. Vous pouvez partir aussi avec un dossier sur lequel vous avez quelques doutes et tout ça, où vous n'êtes pas rassuré, finit par le gagner haut les mains également. Donc, au cours de la profession, il y a pas mal, beaucoup. Mais l'affaire qui m'a touché, que je garde d'ailleurs avec bonheur en souvenir, c'est une affaire de divorce. Une affaire de divorce où j'occupais pour l'épouse, donc la dame, comme d'habitude, parce que dans les affaires de divorce, j'ai beaucoup plus tendance à occuper pour les dames, plutôt que... Il m'est arrivé d'occuper pour les messieurs aussi, mais c'est assez rare. Et donc, les deux phases des procédures de divorce, c'est la phase conciliatoire devant le juge des affaires matrimoniales d'abord, et puis ensuite la phase publique où vous vous retrouvez dans la grande salle d'audience du tribunal. Et donc, dans la phase conciliatoire, le législateur fait obligation au juge des affaires matrimoniales d'essayer de concilier les parties. Et cette phase-là est sanctionnée par ce qu'on appelle, au cas où le juge n'arrive pas, est sanctionnée par ce qu'on appelle l'ordonnance de non-conciliation. Et c'est cette ordonnance-là qui témoigne de ce que le juge a essayé la conciliation, mais cela n'a pas marché. Et donc, il donne faculté aux époux de se retrouver devant le juge dans la grande salle pour la deuxième phase qui a pour aboutissement le prononcé du divorce. Et donc, dans cette affaire-là, devant le juge des affaires matrimoniales, je me suis rendu compte qu'en réalité, contrairement à d'autres affaires dans lesquelles je suis intervenu, cette affaire-là avait la particularité de ce que, en fait, les problèmes qui arrivaient dans ce couple-là étaient beaucoup plus des problèmes d'incompréhension plutôt que de graves problèmes auxquels nous sommes confrontés habituellement dans les affaires de divorce. Parce qu'il y a des affaires où il y a de sérieux problèmes de couple où la plupart du temps vous avez même intérêt à aller très rapidement vers le divorce pour sauver, quoi, ne serait-ce que la vie de l'un ou de l'autre époux, parce que les dissensions sont telles que ce n'est pas possible de mettre les deux ensemble. Mais j'avais remarqué que dans cette affaire-là, c'était beaucoup plus des problèmes d'incompréhension et, comment dirais-je, et de, je sais pas, où, à mon sens, c'était par manque de communication. C'est-à-dire où les époux ne communiquent pas beaucoup entre eux et cela avait créé des situations d'incompréhension, l'une qui s'est ajoutée sur l'autre et tout ça, et pendant des années, qui a fini par vraiment poser un problème. Mais tous les deux étaient mais vraiment, tous les deux époux étaient vraiment pour le divorce, ils ne pouvaient plus se voir, etc. et autres. Mais le juge et moi avions compris qu'en réalité, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, j'ai essayé ça aussi, c'est le boulot de l'avocat. Je ne le lis pas, j'ai traîné. J'ai traîné les pieds dans le dossier, c'est-à-dire que je ne faisais pas les diligences au moment où il fallait les faire parce que ça me faisait mal. Ensuite, ils avaient des enfants qui étaient mineurs. Je crois que le premier enfant devait avoir 7 ans, le deuxième 3 ans, quelque chose, des enfants très jeunes qui tenaient beaucoup aux deux parents et dont le divorce, pour qui le divorce aurait posé de sérieux problèmes. Et donc, j'avais mal au cœur d'aller très rapidement vers le divorce et voir ce couple-là éclater en lambeaux, alors que bon, j'avais l'intime conviction qu'il y avait quelque chose à faire. Bon, j'ai traîné, je l'avoue, dans le dossier pour pouvoir leur donner le temps et tout ça. Et à telle enseigne qu'à un moment donné, ma cliente a failli même me déconstituer dans le dossier pour aller confier le dossier à quelqu'un parce qu'elle trouvait que le dossier traînait trop et autres. Bon, finalement, bon, je n'ai eu d'autre choix bon, que
d'accomplir les diligences qu'il fallait. Et l'ordonnance de conciliation a été rendue. Et le dossier a été renvoyé donc à l'audience publique pour que le jugement de divorce soit rendu. Et là aussi, bon, comme ma cliente me pressait et autres, j'ai accompli très rapidement les formalités et l'autre partie aussi a accompli les formalités et autres. Mais les relations entre moi-même et la cliente ont fait que nous sommes même de clientes à avocat, nous sommes devenus pratiquement des amis. Et nous parlions, et elle a commencé à venir même chez moi à la maison, discuter et autres et tout ça. Et puis l'affaire a suivi son cours et on a conclu de part et d'autre, les deux côtés, et le juge a mis l'affaire en délibéré. La mise en délibéré, c'est quand les avocats finissent de déposer leurs conclusions, de plaider le dossier, le juge clôture tous les débats et donc met l'affaire en délibéré pour se donner le temps de rédiger sa décision et de la rendre. Alors, l'affaire était en délibéré et puis ma cliente vient me voir un jour et me dit, maître, il faut tout arrêter. Je dis, ah bon? Il faut arrêter quoi? Il dit, il faut arrêter. Puisqu'elle était demanderesse. C'est elle qui avait demandé le divorce. Il dit, il faut arrêter la procédure. Je dis, ah bon? Ben, la procédure, on l'a poursuivie. Là, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue et autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, je me suis toute confuse, hein. Je me suis réconciliée avec mon mari. Je dis, ah bon? Ah, depuis quand? Il me dit, bon, on a parlé, et puis, bon, les enfants, tout jeunes, se sont mêlés aussi, et tout ça un peu, et on a fini par savoir où se trouve notre problème. J'ai dit, mais... Et j'avais remarqué qu'elle était très gênée, à la limite, elle avait très peur de venir me le dire. Je lui ai dit, mais non, qu'au contraire, je suis très heureuse, parce que au début... Lorsque je traînais dans le dossier, le but c'était ça. Ce n'est qu'en ce moment que je lui ai expliqué pourquoi au tout début, parce que moi j'avais compris qu'on pouvait sauver quelque chose dans leur couple. Et que je l'avais compris. C'est pour ça que je traînais des pieds pour leur donner les moyens, mais lui, elle n'avait pas compris. Et est-ce qu'elle se rappelle de la fois où elle était fâchée, elle voulait me déconstituer et tout ça? Je disais, mais tout ça là, c'était fait pour ça. Et que moi je ne peux que me réjouir, parce qu'aucun avocat n'est content, hein, lorsqu'il s'agit d'un dossier de divorce d'aller jusqu'au bout du dossier de divorce. Vous savez, pour dire la vérité, les avocats n'aiment pas non plus les dossiers de divorce parce qu'il s'agit d'affaires personnelles qui vous prennent beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions, parce que vous êtes obligé de prendre fait cause pour un des époux, et ici il s'agit de sentiments contre l'autre. Et c'est très difficile, d'ailleurs pour les avocats. Moi je connais des avocats qui ne prennent pas d'affaires de divorce, ils n'aiment pas du tout, parce que ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotions, hein, pour régler des problèmes intimes, des fois très intimes, des fois d'autres couples. Et donc, c'est avec joie que je me suis précipitée pour écrire au juge, pour lui dire que je sollicite le rabat du délibéré, et que j'avais quelque chose à dire et tout ça. Donc le juge a rabattu le délibéré, a